Patricia, bonjour. Bonjour, cher Harry. Content de te retrouver. Alors, Patricia, ça fait exactement un an. On Oui. était ensemble, il y a un an. Exactement, jour. ici même. Non, pas Non. ici. On était À à Médicis. Médicis ensemble Tout il y à a fait. un an. Exactement. Et alors, d'abord, te revoir, c'est un plaisir plus que partagé, j'imagine. Oui. Mais à chaque fois, on a d'abord des nouvelles œuvres, malgré tout. Tu nous fais des créations. Oui. Et puis, on a associé cette fois-ci plus de textes. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton côté écrivain. Ah. Non pas que l'art n'est pas au sujet, mais je sais que c'est au fond de toi quand même malgré tout une passion. Oui. Disons que c'est une autre forme de création. Parce que le mot fleurit. Un seul mot peut fleurir de tellement de significations, de tellement de couleurs, que c'est comme si on faisait un tableau. Donc c'est passionnant l'écriture. Et ça m'amuse énormément. J'aime jouer avec, j'aime fouiller, trouver le mot exact. C'est une recherche aussi merveilleuse et puis surtout de se dire qu'on peut exprimer au travers des mots et au travers des couleurs, au travers de la peinture, toutes ces formes d'expression sont passionnantes. Ce sont des aboutissements que je cherche et auxquels j'essaye de tendre le plus précisément possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme une quête, c'est toujours aller plus loin, précisément, affiner la pensée, affiner ce que j'ai envie d'exprimer, parce que finalement, on se rend compte que quand on n'a pas tellement d'expérience, on a du mal à s'exprimer, aussi bien au travers de la peinture. On a besoin d'être de soi-même, de s'enrichir pour pouvoir enrichir sa peinture, enrichir ses mots, enrichir sa façon d'exprimer. Tu m'aurais demandé de te dire ça il y a quelques années, j'aurais été incapable de le dire. Tu m'aurais demandé de me parler de n'importe quel sujet, j'aurais été... Quand j'étais présidente, par exemple, de la Société des Beaux-Arts, le maire de Boulogne-Billancourt me demandait toujours de faire un discours. Et j'en étais malade. J'avais besoin d'avoir mon papier, etc. Maintenant, je me dis, mais Patricia, détends-toi. Tu exprimes simplement ce que tu as envie d'exprimer. Et puis c'est tout. Mais c'est la base la base de tout. C'est une base. D'ailleurs, lorsqu'on s'exprime clairement, lorsqu'on s'exprime simplement, ben, les mots, pour le dire, arrivent aisément. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, absolument. Mais c'est une réalité en vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'expression écrite, on peut aussi se lâcher. On peut aussi parler de beaucoup de choses. Mais j'aimerais connaître un petit peu tes inspirations à toi. C'est-à-dire quels sont les auteurs qui t'ont bercé ou qui t'ont donné l'envie d'écrire? Alors, ça a été tout un cheminement. D'abord, il y a eu un cheminement spirituel, une recherche spirituelle, et pour ça, j'ai été guidée par maintes lectures. Les premiers livres, quand j'avais 25 ans, qui m'ont vraiment inspirée, qui m'ont vraiment donné un déclic, ce sont les livres de Lobsang Rampa. En fait, Lobsang Rampa, il a écrit une dizaine de livres qui sont absolument passionnants. C'est un moine tibétain qui raconte donc l'histoire des moines tibétains de Thalassa. Et donc, il part du départ et il nous fait monter dans son ascension spirituelle. Donc ça m'a passionnée. Bon, ensuite, j'ai découvert Barjavel, j'ai découvert tous les surréalistes. Par exemple, Dali, il a écrit un livre extraordinaire, Le chien andalou. Voilà, tous les auteurs surréalistes m'ont toujours passionnée. Et donc, je me dis que ces gens-là, ils osent. Et donc, pour oser, il faut déjà soi-même faire une recherche, il faut descendre en soi-même et puis il faut savoir un peu quand même où on va et que les choses se définissent. Oui, parce donc ça, c'est une recherche. On n'écrit pas sans avoir un squelette. Non, il faut avoir des fondements. Il faut avoir des fondements, oui. Donc les surréalistes, les peintres surréalistes et puis les écrivains surréalistes m'ont énormément apporté parce que je me disais que quelque part, ils étaient dans la vérité.
ils sont dans la vérité, dans une autre vérité. En fait, il y a plein de réalités. Et quand on rentre dans une réalité qui est celle dont je parlais hier soir avec les reptiliens, qui ne font que regarder la Terre, c'est sûr que la réalité, elle ne mène pas bien loin. Bon, celle qui fait qu'on regarde droit devant soi, déjà peut donner certaines perspectives de pensée intéressantes. Mais celle qu'on élève, alors là, elle donne un échantillon de perspectives qui est grandiose, qui est sans fin et qui est... Mais enfin, je pense que si on se projetait dans un passé et que des gens se sont exprimés dans l'hyperréalisme, une grosse part de l'hyperréalisme est devenue du réalisme. On le voit dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, la science-fiction n'est plus réellement... Enfin, quand on analyse la science-fiction de il y a 40 ans et la science-fiction d'aujourd'hui, il est évident qu'elle a été rattrapée, cette science-fiction, et que c'est pareil dans l'hyperréalisme. Alors, pas dans tout, mais en grande partie. Alors, en fait, la science, comme tu dis, a avancé. Donc, ce qu'on imaginait il y a 40 ans, on pensait que c'était de pure imagination. C'est ça. Voilà. Tandis que maintenant, scientifiquement parlant, on peut le prouver. La physique quantique a ouvert beaucoup de portes, notamment celle de faire en sorte que si tu as une intention derrière de penser que cette chose existe, elle existe en tant que telle. Si tu n'y penses pas, elle n'existe pas. Et donc, un objet existe par la valeur que tu lui donnes et la vie que tu lui donnes et l'intention que tu lui donnes, tout objet. Mais sinon, rien n'existe. C'est ça, un peu, la physique quantique. Et donc, le surréalisme te projette des univers qui, en fait, existent. Pour moi, ces univers-là, ils existent. C'est simplement que dans notre quotidien, on ne les rencontre pas. Mais pour moi, ils existent dans la pensée. Ce sont des projections, ce sont des visions de vie, d'existence qui ne sont même pas dans le futur, parce que en fait, ce sont des projections qui sont éternelles. Elles n'existent que dans l'éternité. Elles existent dans une dimension, dans une dimension à part, éternelle, à part, mais qui fait partie de nous-mêmes, mais qu'on ignore et avec laquelle on ne vit pas assez. Par exemple, on m'a demandé de faire une conférence sur mon livre que j'ai écrit, qui est Ophélie, l'oiseau prodige. Oui. Bon, alors, Ophélie, il m'a appris une chose, c'est, par exemple, je le regardais, je l'observais, et à force de l'observer, j'ai compris qu'il vivait à une autre dimension que la mienne. Et donc, j'ai essayé de comprendre cette dimension. Et j'ai compris que moi, je vivais avec ce qui m'avait été donné sur Terre, que je croyais en d'autres choses, évidemment, parce que c'est dans mon intellect que je vis comme ça. Mais lui, il vit avec le tout, ce dont nous sommes incapables. Parce que nous, on est toujours attrapés par le matérialisme, malheureusement, qui nous rabat le matérialisme qui nous rabat vers la terre. Mais Ophélie, lui, il arrivait à capter d'autres mondes, parce que je le voyais, il s'agitait sur son perchoir, que je mettais devant la fenêtre, et je voyais qu'il voyait d'autres réalités que la mienne. Et je l'ai observé. C'était surtout au moment de pleine lune. Il était extraordinaire, c'est comme s'il parlait à la lune. Et il était fasciné, et puis, je sais pas, il avait comme une espèce de musique intérieure qui arrivait en lui. C'était fabuleux de le regarder. Et c'est lui qui m'a appris la musique des étoiles. Et ensuite, quand j'ai pris conscience de ça, parce que ça c'est... Il y a une chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est des niveaux de conscience. Pendant que il y avait cette horrible maladie-là. Oui, le Covid. Le Covid. Les gens, ça les a obligés à s'élever, quelque part. Avant le Covid, on était au niveau de conscience 3, c'est-à-dire à peu près au niveau du reptilien. Je parle de la masse populaire, n'est-ce pas? Pendant le Covid, les gens ont fait un effort. Ils sont montés au niveau 4, voire 5. Les gens qui sont très lettrés, qui ont une grande spiritualité,
j'en cite un qui est très facile, c'est Jean d'Ormesson, parce qu'il y en a plein d'autres de ce niveau-là. Ils étaient au niveau 5. Ils étaient très gentils, ils ne le montraient pas, ils arrivaient à vivre tout à fait bien avec tout le monde et à se mettre bien avec tout le monde, mais ils avaient une grandeur spirituelle, niveau 5. Le Covid passé, on a replongé. Et là, on est au niveau 3, à nouveau. C'est-à-dire le nez dans la terre. Alors, qu'est-ce qui fait que cette spiritualité a pu monter de niveau 3 à niveau 4 ou niveau 5 C'est parce qu'on a... durant une période où, en réalité, c'était une période de confinement. Donc, ce qui veut dire que les gens étaient livrés à eux-mêmes Oui. sans pouvoir sortir. Il y en a qui se sont certainement accrochés à une vision divine, on va dire, du Covid. D'autres qui se sont dit, qui ont arrêté d'être abrutis par la télévision non-stop, qui se sont peut-être mis à lire. Mais enfin, je pense que dans la majorité des temps, il y en a beaucoup aussi qui sont peut-être descendus en dessous du niveau 3 durant le Covid. Oui. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont progressé et qui se sont élevés. Donc ça, c'est... Mais malheureusement, bon, leur effort n'a pas duré. Ils ont compris qu'il y avait autre chose. Ça leur a quand même fait prendre conscience qu'il y avait autre chose et qu'ils pouvaient vivre autrement, autre chose. Et quelque part, ça a été formidable. Bon, là, maintenant, on est envahi de tout ce qu'on peut imaginer. Là, maintenant, c'est épouvantable. Mais donc, moi, peu importe, moi, je me dis que je tiens le coup, que je continue ma mission. Je ne sais pas du tout où elle va me mener, mais chaque jour m'apporte quelque chose de différent, m'apporte une perle qui me permet d'exprimer autre chose. Et c'est merveilleux parce que ça m'est tout le temps amené par le ciel. En fait, ce sont des choses anodines. Enfin, tu me diras que ce n'est pas anodin. Le dernier tableau que je suis en train de terminer à la maison, c'est l'histoire de la comète. Parce que ça, c'est un signe. Une comète qui arrive comme ça, bon, fulgurante, prévisible, parce que maintenant on prévoit tout, mais c'est un signe. Et donc je suis en train de faire un tableau sur l'arrivée de cette comète, qui forcément a apporté des vibrations de lumière, qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens que l'univers existait, qu'il était vivant, qu'il était porteur de vibrations positives, qu'il y avait autre chose que ce que... Et ça donne pas aussi la peur de se dire que la Terre n'est peut-être pas infinie et que... Exactement, c'est fragile. C'est fragile. C'est fragile, une déviation, et donc on est attaqué par la comète. Et pour quand alors ton livre à toi? Non pas une histoire, pas l'histoire d'un oiseau, mais l'histoire de Patricia. À chaque fois que j'écris un livre, je fais passer les choses. D'accord. Voilà. Alors là, c'est un témoignage. Le livre s'appelle Sous le signe de Neptune. Donc, il a une certaine gravité. Il a une certaine gravité parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui plonge pendant qu'une étoile filante est en train de réaliser plein de choses et de monter un peu vers les cimes. Donc c'est ce contraste entre ces deux personnages qui est intéressant. Et alors je ne sais pas quand il faut que... J'écris tous les jours, mais c'est très fastidieux parce qu'il faut relire indéfiniment les phrases jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, que chaque mot vraiment soit juste. Donc dès qu'il y a un mot qui accroche, hop, ça ne va pas. Il faut relire. Il y avait un auteur de romans policiers qui disait « J'ai jamais écrit l'histoire de ma vie, mais dans chacun de mes romans, il y a bien 3 pages qui parlent de moi. » Oui, c'est ça. C'est bien. Mais il y a toujours quelque chose d'autobiographique, je crois, dans tout écrit. Dans tout écrit. Dans tout écrit. Bah, tu vois, moi, ma passion, c'est d'écrire mes éditos. Ben voilà. Ben, tu le sais. Ben, je comprends. Voilà. Oui. C'est ta vie? C'est ma vie. C'est mon petit moment de liberté où j'ai mes coups de gueule, j'ai mes moments de joie et j'aime écrire mes éditos. Les éditoriales, pour moi, c'est vraiment la seule chose que j'écris. Peut-être même que c'est ce qu'on gardera de moi. Oui, ben c'est ton ressenti par rapport aux événements que tu crées, Bien sûr. qui sont très importants, et de toute l'équipe avec laquelle
tu les crées, qui est absolument merveilleux, je tiens quand même à le souligner. C'est gentil. Ah oui, non, ils sont vraiment très, très bienveillants, très... Non, non, mais c'est vrai, il n'y a aucune angoisse quand on arrive, on est bien, on est accueillis. Non, mais c'est très important. Mais toi aussi, on a un vrai plaisir à te recevoir aussi parce que tu es exactement comme ça. Tu vis pleinement les choses. Je sais pas, l'énergie que tu donnes autour de toi est très positive pour nous. Et moi, chaque fois que j'étais avec moi, je me pose même pas la question parce que je sais que ça va bien se passer. Ah oui, bah oui, puis il y a un truc qui ne va pas, on me dit simplement et puis c'est tout. Je veux dire, c'est jamais grave, hein. C'est jamais grave. Merci beaucoup, Patricia. Merci Je t'en pour prie. ces mots. Merci pour tout ce que tu fais pour les artistes. Mais toi, merci C'est beaucoup très- d'être avec nous. Merci. Bonjour Gilles Jacques. Bonjour. Alors, Gilles, c'est la deuxième fois que je te reçois. Deuxième fois que tu viens à Paris. Cette fois-ci, on a fait le Grand Chelem parce qu'on a présenté vraiment des œuvres magistrales de toi. On est sorti du petit cadre, on est passé dans les grands. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu t'exprimes parce que c'est une vidéo qu'on va utiliser justement, on va pas dire en campagne parce qu'on n'est pas en campagne, mais dans le sens où tu as des ambitions, tu as réalisé une technique, tu as créé toute une collection qui est énorme. Cette collection, en fait, elle n'a pas vraiment été vue. Je veux dire, à l'exception de nos 3 art shows, et avec des retours très positifs malgré tout. Et là, particulièrement, lors de cette exposition-là, on a un retour. On a des retours, on a de l'écoute, on a des gens qui ont réellement, qui se sont plongés dans ton travail. Et ce que je voudrais, c'est que justement ce que tu as exprimé devant le public hier, tu nous le répètes pour bien comprendre un petit peu ta démarche et ce que tu aimerais en tous les cas dans ton aboutissement. Quand j'ai commencé à faire de la peinture, je voulais atteindre un style et une technique unique qui m'était propre et qui ne ressemblait à personne. Au départ, la première chose qu'il fallait faire, c'était de ne pas utiliser le pinceau et la spatule, car les résultats techniques sur la toile finissaient toujours par ressembler à ce qui avait déjà été fait. Je suis parti avec la prémisse de me dire, je dois créer des instruments me permettant de produire des effets techniques, visuels, jamais vus, uniques et caractéristiques à mon style à moi. Et à l'intérieur des recherches, ça ne s'est pas fait en 2-3 ans, ça a pris jusqu'à 20 ans avant d'arriver à une technique et des accessoires pour créer des effets qui ont fait mon succès. Je te coupe Oui. 2 secondes. Est-ce que, selon toi, ce qui fait la différence d'une œuvre à une autre, en parlant pas de ton travail, est-ce que c'est toujours l'objet qui a permis de faire l'œuvre? Chaque artiste qui a atteint des reconnaissances internationales possède des caractéristiques, des techniques, des façons d'opérer qui leur sont propres, que lorsqu'on regarde de leur toile, on sait immédiatement si c'est tel ou tel artiste. C'est ce que je voulais atteindre, mais je ne voulais pas ressembler à des techniques et des écoles déjà connues. Et lorsque j'ai vu les premiers résultats, j'ai été fasciné et j'ai commencé par faire plusieurs études sur des petits formats. Et lorsque j'ai contrôlé la technique et j'ai commencé sur des grands formats, je me suis dit, je vais commencer avec le monochrome pour montrer que je ne peux pas me permettre de faire d'erreur. Si jamais, quand on fait une toile à multiples couleurs, dès le moment où on fait une erreur, on peut à la limite corriger l'erreur sans que ça paraisse, ce qui est impossible sur les toiles monochromes. Avec une technique très difficile et des textures qu'il faut respecter. Ce que j'ai fini par obtenir, aboutissant à 4 techniques, parce qu'à l'intérieur des recherches, il y a la majeure et j'ai 3 autres techniques qu'on ne retrouve pas chez les artistes existants. Et c'est pourquoi les 4 toiles que j'ai présentées à l'exposition sont chacune
des pièces avec une technique unique Et différente. et différente, et comprenant des textures dont je défiais les gens de dire essayez de reproduire cette technique, c'est non copiable parce que ça comporte des instruments uniques et avec aussi des étapes d'application. Est-ce que tu penses vraiment que demain on ne trouvera pas un faussaire capable de faire du jig-jack? Je vais être honnête avec vous, un faussaire ne pourrait pas faire ce que Gilles Jacques a fait parce que ça comporte trop d'éléments non connus. Et je vais aller jusque dans un de mes secrets. Quand j'ai terminé toute cette série, j'ai détruit mes instruments au cas où si je décédais, qu'on ne trouve pas les accessoires en disant « Ah, c'est avec ça qu'il a travaillé et on va faire pareil ». Ce sont des accessoires que lorsqu'on connaît leurs composants, je peux les recréer demain, n'importe quand. Mais là, non seulement j'ai le secret, mais s'il arrive quoi que ce soit, tout le monde meurt un jour. Si je décède et que les gens vont à l'atelier et disent « Ah, voici ces accessoires, oubliez ce scénario, c'est impossible. » Et alors, moi j'ai une question à te poser. Tu as dit, lorsque je fais du monochrome, je n'ai pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur dans l'abstrait? Quand vous regardez dans mes monochromes, ce sont des textures qui suivent une évolution linéaire qui s'agrandit, rapetisse, mais toujours avec une symétrie. Et c'est un travail qui doit être constant sur toute l'œuvre. Si jamais je ne respecte pas la symétrie, les lignes parallèles, évoluant en grossissant ou en s'amincissant, c'est un travail énorme qui est difficile à concevoir. Mais si on ne le respecte pas, on vient de rater le but principal du travail. Et quand on voit des œuvres comme celle-ci à l'arrière, on s'aperçoit de la qualité et des normes dans le sens avoir suivi des règles très sévères pour pouvoir obtenir ce que l'on voit. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout ce que l'on voit, ce sont un cahier des charges que tu t'es fixé. Oui. Et c'est pourquoi quand on dit j'ai fait 120 toiles de cette dimension, et je me disais, bien, c'est sûr que je vais en rater quelques-unes, mais croyez-le ou pas, et je ne dis pas ça de façon prétentieuse, il n'y a aucune toile que j'ai détruite. Elles sont tous satisfaisantes pour être mises en marché. Et quand vous connaissez toute la panoplie des grandes toiles que j'ai mis dans un catalogue, et il n'y en a pas gros. Et aujourd'hui, la collection totale fait combien d'œuvres? J'ai 1200 toiles, dont 200 dans les gros formats. Oui. Et la majeure partie se situe, quand on prend la totalité de mes œuvres et qu'on divise, on prend tous les centimètres carrés et qu'on fait le total et qu'on divise par le nombre de toiles, toutes mes œuvres sont en moyenne de 90 à 120 centimètres chacune. Ce qui vous donne une collection d'assez gros formats. Ce qui veut dire que bout à bout, on a quand même couvert une bonne partie de Paris. J'aimerais que les notoriétés dans le domaine de l'art puissent non seulement voir les œuvres, mais émettre leurs commentaires. Il est difficile de regarder le travail qui a été fait avec une indifférence. C'est quelque chose, c'est du non-vu. C'est quelque chose d'innovateur. C'est une technique dont les gens, comme je dis souvent, même les faussaires, c'est pas de faire ce que j'ai fait sur la toile, c'est de pouvoir créer, avant de faire la toile, il faut créer les instruments pour faire l'effet qu'on voit sur la toile. C'est un double défi. Et le premier défi qui est de reconstituer les instruments, c'est lui qui est le plus difficile. J'en ai une connaissance de cause, ça m'a pris 20 ans. Bon, aujourd'hui, clairement, le souhait est clair. Tu aimerais que
ton travail, et ça se comprend par rapport à ta création, par rapport aux ustensiles que tu as créés, par rapport à cette technique et par rapport au fait que sur le marché de l'art, on n'a pas aujourd'hui d'égal. Tu aimerais en fin de compte que cette collection puisse passer, on va dire, dans le milieu des musées, dans le milieu des collections privées, de façon à ce que tu aies ta reconnaissance en termes de travail, en termes de valeur. Vous êtes exactement dans le cheminement que je désire obtenir. Maintenant, je suis conscient qu'à l'âge que j'ai, je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, mais c'est logiquement impossible que cette technique-là disparaisse et qu'elle tombe au noir, qu'elle ne rejaillisse jamais. Elle va... Quand on dit que la soirée d'exposition d'inauguration hier, tous les gens, le 3/4 des visiteurs ont tous voulu être photographiés avec l'artiste devant presque toutes les toiles. Et c'est une chose que je n'avais jamais obtenue sur les plus petits formats. Et c'est la première fois que mes grands formats sont publiquement présentés. Et l'euphorie dépasse l'entendement et les gens ont réalisé l'exclusivité technique de mon travail et tous me cherchaient pour être photographiés avec l'artiste devant la toile. En tous les cas, ce qui veut dire qu'on a su attirer la curiosité, reconnu l'unicité du travail et de la création, et qu'on commence à approcher de quelque chose qui va nous permettre, et je l'espère très rapidement, de passer au palier supérieur. Et c'est ça, et pourtant, ce n'est pas compliqué. Tout ce que j'espère, la vente, c'est sûr, mais qu'il y ait 3 ou 4 notoriétés dans le milieu de l'art. Qui en possèdent au moins une, qui viennent deux, juste, trois. qui sont des critiques ou qui sont des gestionnaires de collections ou de fondations, qui viennent juste voir les travaux. Et par leur notoriété, si le déclic se fait, c'est parti. En tous les cas, c'est ce qu'on peut te souhaiter de mieux. C'était un vrai plaisir, en tous les cas, d'avoir pu te faire profiter de cette exposition et qu'on n'a pas fini. Il nous reste encore 3 jours. Et j'espère qu'au terme de tout ça, on aura fait les bonnes rencontres. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors Joanne Thomassin, Oui, d'abord c'est la première fois qu'on t'expose, Oui. c'est la première fois qu'on te rencontre en France, et je crois que le plaisir il est énorme entre avoir quelqu'un au téléphone et puis l'avoir en vrai, parce que déjà au téléphone, je vais être gentil avec toi, mais c'est pour commencer l'interview, t'étais un piment au téléphone, mais là t'es encore mieux parce que tu piques de tous les sens et tu respires une joie de vivre qui est extraordinaire. merci. Donc ça, je tenais à te le dire parce qu'on est filmé. Et vous êtes pareil? Non, Ah je suis oui, pas avec pareil. moi, oui. La deuxième des choses, c'est que j'ai appris à te connaître déjà lors du travail. Oui, Et tu es une véritable chef d'entreprise dans l'art. Alors tu as une galerie. oui, Tu vas nous en parler, tu vas nous parler un petit peu de ta galerie parce que je ne connais pas et que j'espère pouvoir découvrir. oui. Et de ce que tu exposes et de la manière dont tu fais les choses. Et puis tu vas nous parler bien évidemment de ton travail. D'accord. Bien, si je peux me permettre de commencer par la galerie, parce que j'ai eu une première galerie qui était la galerie Québécois à Québec, au Canada. Et je représentais 27 artistes canadiens dans cette première galerie-là. Et un jour, je me suis rendu compte que le lieu n'était pas formidable pour recevoir une clientèle toute l'année. C'est très saisonnier chez nous. J'ai donc vendu cette galerie-là et j'ai fait l'acquisition d'une autre galerie d'art, qui est la galerie actuelle, la galerie Le Chien d'Or, qui existe depuis plus de 60 ans maintenant. Et moi, je l'ai depuis 10 ans maintenant. Et lorsque j'ai vendu ma première galerie, où je représentais 27 artistes, j'ai dû signer une clause de non-concurrence
qui ne me permettait pas d'afficher d'autres artistes que moi-même sur une période de 5 ans. Alors, je me suis mis à peindre et à produire parce que je me suis dit, j'adore l'emplacement et je veux faire ma place à ce niveau-là dans cette galerie. Et en attendant d'avoir d'autres artistes, eh bien, ce sera mes tableaux et c'est tout. 5 ans de clause de non-concurrence. 5 ans de clause de non-concurrence. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui. Mais tu as une force énorme. Oui, mais je la mets dans mes tableaux. Mais avant ça, oui. tu peignais. Avant ça, je peignais aussi, mais j'en avais moins sur les murs parce que j'étais à travers les autres. Et aussi, le travail de représenter d'autres artistes, ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps aussi. T'en sais quelque chose? Oui, hein? je sais quelque chose. Bon, alors, j'ai fait un choix. Et par la force des choses, ça m'a amené à me représenter moi-même et à vendre à des gens partout dans le monde et à envoyer des tableaux par expédition, beaucoup aux États-Unis. Et donc, je suis ici maintenant avec vous et très heureuse parce que le marché européen est un petit peu plus petit chez moi. Et là, je suis contente d'être là pour rencontrer plus de gens en France. En tous les cas, c'était un plaisir. Ouais. Et je crois qu'hier soir, on t'a montré quand même un petit peu ce qu'on sait faire en France. Absolument. C'était extraordinaire, rempli à craquer, plein de monde, défilé de mode et tout. Et de l'intérêt pour mes tableaux, c'était extraordinaire. Bon, est-ce qu'on a la place de faire ça chez toi à la galerie? On a de la place, mais pas comme ici. Alors, il faut y aller plus petit et miser peut-être sur une autre clientèle, mais on peut répéter plus longtemps, on peut faire plus d'événements, plus de soirées. Mais en deux soirs, comme aujourd'hui et hier, là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant? Non. Parce que tu es sur un quai, il y a du passage. Ah, il y a du passage, il y a vraiment du passage. Il faudrait y aller un petit peu moins sur invitation et plus sur les passants. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a des bateaux de croisière, il y a beaucoup d'Américains qui passent, donc le marché américain serait bon pour vous aussi, hein, de venir le chercher chez nous. Ben écoute, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être essayer. Peut-être essayer. Peut-être essayer. Oui. Mais en tous les cas, maintenant que je te connais, oui, maintenant je suis prêt à le tester. Oui. Non, si je te connaissais pas, je serais pas venu. Puis les tableaux, c'est moi. C'est vraiment... Et tu as toujours fait des fleurs? Je peins beaucoup de fleurs. C'est vraiment mon sujet de prédilection. Je peins tu sais que c'est très drôle parce que ici, moi j'ai exposé beaucoup de gens qui font des fleurs. Oui. Mais au fur et à mesure des années, on voit des mouvements. Oui. Moi, ce que j'ai aimé dans ton côté fleur, c'est qu'on est dans un figuratif abstrait. Exactement. Et à partir du moment où tu es sorti du classique bouquet de fleurs version nature morte, tu as apporté des choses qui font qu'on a envie. On a un intérêt pour les fleurs en mouvement et un peu abstraites. C'est ça. Alors que nous, on sait que... Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'artistes avec qui on a eu beaucoup de mal parce que le marché de la fleur pure... Oui. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Non, c'est trop figé. C'est ça. C'est figé dans le temps. Alors qu'ici, ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'âme. Mais c'est ça, et puis il y a de la matière, et puis il y a des côtés brillants, il y a des côtés mat, il y a beaucoup de choses qui apportent énormément à ta peinture. Il y a un symbolisme aussi, un peu de symbole dans tout ça. Hein. J'ai mes fleurs racines qui sont très centrées. Oui. C'est des bouquets, mais les bouquets prennent racine. Donc, c'est pas un bouquet dans un vase ou dans un pot. Alors, ça représente que lorsqu'on est bien enraciné, on peut être heureux et on peut transmettre notre bonheur. Tu vois? C'est comme un feu d'artifice. C'est ça. Puis ils sont à l'image de Paris présentement avec les Jeux olympiques et tout, l'effervescence, la joie. En tous les cas, t'as aimé ce déplacement? J'adore. Ah bah écoute, alors nous, on est heureux pour toi. D'abord en plus parce que tu as vendu, tu as donc... Oui. C'est quelque chose d'abord de magnifique, même si ce sont des gens qui te connaissent. C'est toujours pareil, lorsqu'on vient avec des œuvres, qu'on les déplace sur un continent et que les gens sont là pour y répondre, exactement. on a tout gagné. Oui. En tous les cas, on te souhaite le meilleur et j'espère que la prochaine fois que je t'interviewe, ce sera au Canada.
C'est parfait, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te Merci pour remercie. l'invitation. Pour le commencement, pourquoi Michel est devenu Minéi? Non, c'est Miseille. Misei. Miseille. Alors Miseille parce que ça fait référence à mon nom de jeune fille, qui est Zeytoun. Ah, d'accord, mais il fallait le savoir. Alors il fallait le savoir, et mon prénom c'est Michel, donc j'ai fait Miseille, parce qu'en fait la photographie c'est un amour de jeunesse. Et donc je ne voulais pas reprendre le nom de mention, parce que voilà, c'était ma jeunesse, c'était... voilà pourquoi. D'accord. Alors, donc, amour de jeunesse, la photographie, Oui. le noir et blanc, Le noir et blanc et la couleur, à l'époque je faisais aussi beaucoup de couleurs. du tirage argentique. Oui, et j'ai arrêté. Voilà. La vie a fait que j'ai dû arrêter. Voilà, j'étais pris par les tourbillons, les enfants, enfin, voilà. Et donc j'ai arrêté. Et je suis partie à New York il y a 3 ans Ouais. pour une exposition de peinture. Et là, je me suis vue en train de prendre des photos, des photos, des photos, des photos. J'étais comme une folle. Et lorsque je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté la photo? J'en ai parlé à ma fille, à une de mes filles. Le lendemain, elle m'avait inscrite à une école de photo. Oui, oui, oui. C'était un petit cadeau. Ouais. Et voilà, parce que pour moi, la photo, c'est l'œil. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Voilà, c'est avant tout, c'est ça. Ça fige un instant. Voilà. Mais je voulais, au niveau technique, je voulais quand même être un peu légitime. Tu vois, j'avais un peu ce sentiment. Donc j'ai pris les cours photo, voilà, pour. Puis ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien de toutes les façons. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas fait de photo que voilà, ça faisait du bien. Et je me suis donc remise à la photo. C'est incroyable. Avec un grand plaisir, un grand bonheur. J'imagine. Oui, Tu me racontais donc tu as repris donc la photo oui. et tu t'es laissé aller. Oui, alors moi je suis très rue, je suis très terrasse, tu vois. Moi ce que j'aime le matin, c'est sortir, aller prendre mon déca en terrasse et commencer à regarder tout ce qui se passe autour de moi. Et donc j'ai recommencé comme ça, à prendre tout ce que je voyais, que je trouvais un peu insolite. J'avais l'impression que les autres ne voyaient pas la même chose que moi, donc c'est ce qui me plaît aussi, c'est de leur montrer quelque chose. Et donc voilà, et c'est un grand bonheur, oui, de me mettre à la photo, là, vraiment, c'est un grand bonheur. Bah, en tous les cas, moi, si même après ce que je vous ai raconté dans l'ombre, moi, je suis bluffé. C'est Je gentil. suis bluffé parce que tu joues de la lumière dans certaines de tes photos. Oui. Tu as un travail qui est profond et d'autres fois qui est un flou. Et c'est pas si évident, je pense. Bon, tu as pris des cours, tu nous l'as dit, donc c'est pas un Oui. scoop. Hein. Alors, tu vois, je vais te dire, les cours, c'est vraiment très technique, il faut le savoir. Tout ce qui est un peu, ce que j'appelle moi artistique, je ne peux pas les suivre. C'est-à-dire, je ne peux pas aller, je peux pas faire ce qu'ils me demandent. Alors, je le fais pour mes devoirs, pour être resté scolaire, machin. Mais c'est tellement scolaire. Et moi, je suis tout sauf scolaire. Tu le sais bien. Oui. Voilà, je suis, voilà. Donc, du coup, les cours, voilà. C'est la technique, mais c'est tout. Je prends pas le reste. Une question technique. Aujourd'hui, il n'y a plus ces histoires d'obturation, pas d'obturation, de vitesse. Mais bien sûr. Mais bien sûr, la vitesse d'obturation, il y a les ISO, il y a tout, quoi. Il y a tout ça, Mais mais bien évidemment, tu prends pas une photo. Enfin, bah, avant, il fallait mettre l'aiguille dans le viseur. Aujourd'hui, on met plus l'aiguille dans le viseur. aujourd'hui, tu règles ton objectif, ton appareil, en fonction de ce que tu as devant toi, de la lumière qu'il y a. Enfin, voilà, tu règles tout. Tu règles tout. Mais moi, je dis toujours à tout le monde, vous pouvez tous prendre de très jolies photos avec l'automatique. À partir du moment où ce que vous avez vu et ce que vous allez montrer est quelque chose de différent ou quelque chose avec une sensibilité, la photo sera belle. Voilà.
Alors, bien sûr, la technique, quand on prend des portraits, quand on fait du studio, quand on fait... C'est très, très important. Ça, voilà. Mais moi, c'est pas ce que j'aime faire. Donc, moi, je suis plus dans la spontanéité. Et voilà, c'est tout. En tous les cas, nous avons une nouvelle artiste qui fait de la photographie Voilà. après avoir créé son alphabet. Oui. Et oui. Tout à fait, qui existe toujours. Qui existe toujours. Bien sûr. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. C'est gentil, Et hein. 2 fois plus aujourd'hui. Et je trouve ton travail parfaitement exceptionnel. Merci beaucoup, je suis très, très touchée. Je vais pleurer. Non, ne pleure pas, mais Non, je vais pas pleurer. mais il y a vraiment de très jolies photos. De très, très jolies photos. Merci beaucoup. Bonjour Sabina. Alors Sabina, avant toute chose, merci d'être avec nous. De rien. Merci d'être là. Et merci de nous amener tes nouvelles créations. Aujourd'hui, on ne va pas parler peinture. Bonne idée. On va parler sculpture. J'aimerais que tu prennes 5 minutes de ton temps pour nous expliquer où tu vas chercher tes idées au niveau des animaux que tu aimes représenter. Eh bien, la plupart des animaux sont inspirés de l'enfance. Ce sont des animaux qui me fascinent depuis toujours. Et par exemple, le dodo, je l'ai en tête depuis que je suis petite parce qu'il y a des dessins animés, il y a Alice au pays des merveilles, il y a aussi l'âge de glace dans lequel il apparaît. Et donc, ça fait son chemin. Et puis surtout, il a disparu à cause des navigateurs hollandais. Alors, par exemple, l'ornithorynque, je le trouve aussi fascinant parce qu'il est multiple au niveau de sa morphologie. Et puis, il y a le bec en sabot du Nil que j'ai fait dernièrement, qui est un animal impressionnant parce que, d'abord, c'est un échassier qui est très grand. Et puis, il pond que 2 œufs par an. Enfin, pas par an, mais par période. Et sur les 2 œufs, les frères se tuent. Et donc, le bec en sabot, les parents vont s'occuper du plus fort et ils vont laisser l'autre mourir. Et donc, c'est un oiseau qui est très agressif à la base. Et tu as été le chercher où, lui? Il vient de l'Afrique de l'Est. Il vient de l'Afrique de l'Est. Oui, il vit dans les marécages. Et il existe encore. Oui, mais il est rare, il est protégé. Il est protégé. Et la taille que tu lui as donnée, c'est sa taille réelle. Oui, il fait 1,10 m. Mais il peut monter jusque de 1,50 m, presque 2 mètres, en fonction de ça. C'est un oiseau préhistorique. Oui, je trouve. C'est-à-dire qu'on va chercher ses bases carrément dans la préhistoire. Oui, surtout son bec, il est très préhistorique. Et vu l'agressivité aussi, même son regard est très agressif. Il a un regard de colère, en fait, tout le temps. Et pour en arriver là, j'imagine que tu dois automatiquement te renseigner complètement sur l'animal, mais en plus, parce qu'il y a se renseigner sur l'animal, et puis après, imaginer sa physiologie et sa forme en 3D. Oui. Parce que je ne pense pas que tu l'aies rencontré. Celui-là, oui, parce qu'il y a un zoo en Belgique qui s'appelle Pareil d'Aïsa, Ouais. qui est pas loin de la France d'ailleurs. Et ils ont des becs en sabot du Nil, donc j'ai pu l'observer. Et puis après, d'abord je l'ai beaucoup observé, et puis après j'ai créé un dossier. Et je me suis basée sur son squelette. Je prends toujours d'abord le squelette que je trouve sur Internet ou alors dont je prends des photos dans les musées. Je pars toujours du squelette pour faire ma structure, donc c'est comme un squelette en fait. Et puis après, je place un treillis, et puis après seulement je mets la terre, mais la structure, ça dépend de la taille de l'animal. C'est très difficile à réaliser parce que ça demande de la soudure pour les tiges en métal ou pour les tiges en béton armé, etc. Parce qu'en plus de ça, tout le poids repose sur 3 pattes, enfin sur 2 pattes, mais Oui. sur 2 pattes, mais qui ne sont pas des pattes Qui sont très fines. qui sont très fines. Oui. Donc il y a une part d'équilibre aussi à obtenir. Oui, donc il faut réfléchir à la manière dont on va le positionner pour qu'il ne s'effondre pas une fois que... Parce que j'espère toujours quand je fais un animal qui est debout, qu'il tienne tout seul sans socle. Je trouve ça plus joli. C'est plus joli, oui. Oui. Mais ça t'empêche la signature aussi. Non, parce que je signe sur l'animal. Tu le signes sur l'animal. Oui. Et non, parce que moi je reste dingue quand je vois tes réalisations, parce que tu as bien sûr l'animal,
on ressent complètement la bête, mais à côté de ça, tu as une précision dans les plumes, une précision. C'est-à-dire que tu travailles en fin de compte, une fois que tu as fait ton ossature, tu la remplis de terre avant d'en faire ton moule. C'est ça. Et combien, enfin en Belgique, c'est comme en France, vous avez le droit à combien de réalisations par rapport à un moule? 8 plus 4. Ah, 12 maximum. vous en avez le droit à 12. Oui, donc c'est 8 tirages en chiffre arabe, donc de 1 à 8. Et puis 4 tirages qu'on appelle épreuves d'artiste en chiffre romain. Et si on dépasse les 12, on n'est plus considéré comme artiste réalisant une œuvre d'art, mais comme un commercial, quoi. Ouais, comme un fabricant. Un fabricant. Et donc les collectionneurs se désintéressent de l'artiste et il se fait même presque mettre au banc Oui, par les galéristes, quoi. oui, mais c'est parce que c'est réglementé. Oui, c'est Et puis de réglementé. toute façon, enfin nous en France c'est 8 normalement. C'est pas 8 plus 4. C'est sûr. Ah ben non, c'est 8 plus 4. Nous c'est 8. Et à la 8e, on détruit C'est ça. on détruit le moule. Oui, nous aussi. En tous les cas, moi j'ai trouvé que tout ce que tu crées dans la sculpture est intéressant de par la démarche, même si, à mes yeux, certains animaux n'ont pas la beauté adéquate. Je pense à ton poisson. Hein. Oui, il est horrible. Il est affreux. Oui, il est affreux. Il est affreux. C'est-à-dire Ouais. que bon, tu t'es fait plaisir. Oui. Mais D'ailleurs, il y avait une sculptrice, quand elle a vu le dragon des abysses sur Facebook, parce que je l'ai fait passer sur Facebook, elle croyait que j'avais fait une blague. il y a de quoi. Oui. Parce que, malgré tout, dans la sculpture, enfin, en règle générale, la sculpture, c'est quelque chose qu'on a envie d'acquérir pour la regarder, pour avoir quelque chose qui rentre dans son intérieur ou qui va en extérieur, mais on a envie de quelque chose où la particularité, ou le regard, ou l'ensemble de ce que ça forme donne envie. Or, dans ce poisson, peut-être même pas devant une piscine, je pourrais le mettre parce qu'il fait peur. Il fait peur, mais en même temps, il est fascinant parce qu'il est comme ça, parce qu'il provient des abysses et à cause de la pression de l'eau, ils ont des formes un peu bizarres. Mais ce qui est surtout impressionnant, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est parce que donc il a une petite lampe au-dessus de sa tête qui lui permet d'attirer ses proies. Et donc dans le noir absolu, il est illuminé par cette lampe et j'ai pas pu mettre d'ampoule évidemment, mais j'aime bien l'idée de la noirceur totale avec un puits de lumière, une pointe de lumière. Je trouve que ça a un côté un peu spirituel presque, extraordinaire. Parce qu'il a 2000 mètres de profondeur où il n'y a rien. Il n'y a rien, tout à fait. Oui. Il n'y a rien. On sait qu'il y en a beaucoup des animaux d'ailleurs dont d'autres ne sont même pas recensés parce qu'à 2000 mètres de profondeur, on sait qu'ils évoluent dans quelque chose qui est hors norme en vérité. En vérité. D'autant qu'il n'y a pas cette lumière du jour et toutes les photosynthèses qui vont avec. Donc Voilà. ils doivent attirer pour pouvoir manger ces gens-là, ces poissons-là en tous les cas. Bon, et donc la prochaine, c'est notre tigre. Oui, en dents de sabre. Dit aussi smilodon, c'est son nom exact. C'est le smilodon que tout le monde connaît par l'âge de glace et qui s'est éteint, qui a vécu en même temps que les mammouths, etc. Et qui notamment s'est éteint par la chasse de l'homme qui vivait à cette époque-là, parce que c'est un des plus grands prédateurs. Et aussi, pour la même raison que les mammouths, changement climatique, probablement une chute de météorites, etc. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais il a existé, c'est ça qui est fou. Oui, Ouais. ça c'est sûr, mais c'est vraiment des choses que tu vas chercher vraiment au plus profond de toi pour arriver à ce genre de choses. Moi, je sais une chose, c'est que tu vois, quand je regarde le doudou, quand je regarde ton Dauphin. Ouais, ils sont attachants. On a envie qu'ils soient presque mous pour qu'on puisse les caresser. Et c'est ça que j'aime. Merci. Et puis après, tu as une force dans certaines patines parce que
la patine, c'est aussi beaucoup de choses Ouais. dans le bronze. C'est énorme. Surtout que ça évolue en fonction des modes. Oui, Quand bien on sûr. regarde au 19e, c'était vert, un peu vert d'eau comme ça. Et maintenant, on essaye, enfin, ça dépend des sculpteurs. Par exemple, Umberto, qui est un sculpteur que j'aime beaucoup, qui expose dans une galerie d'ailleurs dans le quartier ici. Toutes ces sculptures sont noires, noir jet, avec beaucoup de cire, donc c'est très brillant. Donc il est un des seuls à faire ça. Et nous, les autres, on est plus dans le réalisme en fait au niveau de la patine. On essaye d'être le plus près de la réalité animale en fait. En tous les cas, tu sais ce qu'on pense. On n'a pas besoin de le dire. Je te souhaite toujours plein de succès. Merci. Et bon, on espère que tu es encore avec nous et qu'on va te revoir très rapidement. Ouais. En septembre. Bah, en septembre déjà. Mais pour moi, c'est plus qu'un plaisir à chaque fois. Et puis, reste comme tu es, continue à créer. Merci, On a Ariel. beaucoup de choses à faire. D'accord. Merci beaucoup. Bon, alors, Jean-Charles, Oui, Laurence, oui, et Laurence, Laurence, bon, tous les deux. tous les deux. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec moi pour parler de Jeannette Lacaille-Burato, Ma tante, voilà, direct. direct. Alors, une vie d'artiste. Elle est née en 1924. 1924. 6 novembre Elle est décédée en 2002. 2002. Ouais. Elle a... Qu'est-ce qu'on peut raconter sur elle, sur le démarrage de sa carrière? Parce que 1924, ça veut dire qu'elle est née l'entre-deux-guerres. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, elle a commencé sa carrière avec l'œuvre La Mendiante, surtout. Oui. Hein, l'œuvre La Mendiante. Œuvre qu'elle n'a pas vendue. Non, que j'ai toujours. Et que c'est Qu'elle une n'a pas œuvre, vendue. C'est-à-dire qu'elle a décidé... La elle avait Mendiante, décidé en de la garder. 1952. Elle a été primée en 1952 à la galerie Bernheim ou Drouin, oui, voilà. Et c'est un tableau, non, je le vendrai, mais très cher. Hein. D'ailleurs, je t'avais dit, c'est équivalent d'un Goya. On en avait parlé. Ah oui, ça. Mais un jour, il devra se vendre. C'est évident. Je ne sais pas. Ça sera pour ma fille, l'héritière. Exactement. Ou mes nièces aussi, qui sont là. Mais qui alors, sont- moi, je parle d'avant ça. Avant ça. Ah, avant ça, oh, non. On est entre deux guerres. Elle est née en 1924. 24, Elle s'est mise à la peinture à quel âge? Mais après la guerre, 45, 46, par là, je pense. Ça, je ne sais pas trop exactement quand est-ce qu'elle a véritablement commencé. Ce que je sais qu'elle a été primée en 52 avec la Mendiante. Mais avant ça, qu'est-ce qu'elle a eu comme... je sais qu'elle a tenu un bar, mais elle avait tenu un bar. Elle a fait des études de peinture. Alors, elle a fait... Non, elle a pas fait... Non. Elle a fait... c'est venu d'elle-même. D'elle-même, c'est venu. Et je ne vois Donc, pas... elle est réellement autodidacte. Autodidacte, hein, c'est ce qu'on a marqué d'ailleurs. Autodidacte. Et petit à petit, après, en consultant, en travaillant avec certains peintres, etc., qu'elle a connus, alors que moi, je n'ai pas connu, je n'étais pas né. Hein. Et elle a continué dans la peinture, et elle a évolué là-dedans, et après, voilà. Hein. C'est parti comme ça. Autodidacte, exactement, oui. Elle était quand même d'un milieu créatif. Ah, oui, voilà. Le père étant ébéniste de renom. Joseph D'accord, Lacaille. voilà. Et premier ouvrier de France, Joseph Lacaille. La mère était... Brodeuse, couturière brodeuse. Ah oui, elle avait des mains Donc, voilà, elle a quand même évolué dans des métiers de main. de l'art et de l'art de main. Elle a démarré enfant, elle était vraiment attirée par le piano. Et le piano aussi. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'à l'adolescence, Oui. en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est tournée vers la peinture, pour une plus grande liberté d'expression. Mais ça, au tout début, elle avait 8-10 ans, elle avait été repérée par les... Elle était à l'école chez les bonnes sœurs à Igon, et elle l'avait repérée parce qu'elle jouait très bien du piano. Très, très bien. Elle avait un don, déjà, au niveau de la musique, du piano.
Bon, après, dans la musique, elle n'a pas continué. Elle a continué dans la peinture, quoi. Voilà. Mais déjà, elle avait ce don. Ce don de son père, Joseph Lacaille, etc., qui était un ancien compagnon et premier ouvrier de France. Premier ouvrier de France. Voilà. Et Dans alors- l'ébénisterie. Hein. Oui. Alors, maintenant, on va essayer d'avancer dans sa carrière. Oui. Donc, dans les années, d'après ce que je comprends, dans les années 56, elle est reconnue en tant que telle dans la peinture. Oui. Les toiles qu'on voit derrière, elles remontent exactement à quelle période? Alors, les toiles qu'on a derrière, ça fait à peu près, il faut compter ici, les cubistes. Non, mais Là-bas. justement, on va y venir. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est d'un point de vue Chronologique, hein. chronologique. Alors, chronologique, on va démarrer par les cubistes. En 1957, La mondiale a été la première, 52. Les cubistes sont datés, sont signés et datés de 57, D'accord. en fait. C'est marrant parce que moi, j'aurais fait une inversion. Exactement. Or, elle, C'est toujours intéressant le fait qu'elle les ait datés. oui, ça veut dire que dans les années 57, elle va sur un style cubisme. Bon, tout en sachant quand même que dans les années 57, on a déjà du Picasso, on a déjà des peintres qui se sont mis à cette technique et au cubisme. Et après, C'est ce qui l'a certainement inspiré au départ. certainement, et après, on revient sur quelque chose de beaucoup plus classique. Oui. Alors déjà les nus derrière, je pense. Mais les nus ne sont que la suite logique du cubisme. Quand on les regarde, on est encore dans cette influence. On est encore dans cette influence. Mais après, ces autoportraits, alors les autoportraits, c'est les années, il faut compter 45-50 ans. Voilà, donc 1974, ça ferait 50 ans. Et oui, et le portrait ici, on va dire en 1978, 79. c'est marrant parce qu'on découvre quelque chose de complètement différent de l'artiste. Hein. Ouais. Alors moi, la question que je voulais savoir, c'est, on a parlé de tous les gens qui lui ont acheté des tableaux. D'ailleurs, j'ai aimé dans la petite tirade de Enrico Macias qui disait « Je reviendrai, mais pour acheter des tableaux ». Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté et quel type de tableau ils ont acheté. Ça, je ne peux pas te dire. Là, vraiment, on va vous dire. Le président, le directeur de l'Alliance française avait Oui, acheté, lui c'était lui qui avait acheté le paysage de France. lors de 61, l'exposition- 61. Lors de l'exposition des paysages de France de l'impressionnisme à nos jours. D'accord. Ça c'était le directeur de l'Alliance de France. Parce que Sylvie Vartan en a acheté, Johnny Stark, bon. Oui, mais Surtout Johnny Stark qui avait une collection. Hein. Surtout Johnny Stark. Et André Labarrère, l'ancien député maire de Pau, qui a une collection aussi, qui est décédé depuis. Hein, bon, voilà. Alors elle a fait quand même pas mal de nature Mais- morte, de paysages. Elle avait beaucoup de commandes de portraits également. Oui, oui. Elle avait beaucoup de commandes de son genre de portraits en fait. et à quelle période elle a acheté son château? En 1983. Alors, 1981, excuse-moi de contredire. Non, 81. 1981, le château, 83, c'est le théâtre de Ah Fête. oui, oui, d'accord. Attends, non. Si. Ah oui, peut-être, oui. Le je château sais, oui. 1981, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à faire des expositions et qu'elle a gardé des expositions au château. 83, c'est là que... Le théâtre. C'est là que... Oui, 83, le théâtre. André Labarrère lui a confié l'exécution des peintures du théâtre. Des peintures du Ouais, théâtre. ouais, tout à fait. Alors, ça par contre, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. À quoi ressemblent les peintures du théâtre? Ce sont des angelots. Alors, Oui, angelots, on oui. a trouvé des... je crois justement sur le petit document que notre fille a préparé, elle parle un petit peu, elle détaille. Oui, mais on n'a pas de photo. Elle détaille, il n'y a pas de photo. Alors il s'avère que Marc, le frère de Jean-Charles, A récupéré avait dans sa collection, c'était lui qui avait récupéré les maquettes. les maquettes. Donc il y a les angelots. Le style, je ne me souviens plus. C'était. Mais les peintures sont toujours là, au théâtre. Les peintures sont toujours là. Toujours là, oui. Monsieur Bayrou a fait restaurer le théâtre et il a gardé les peintures. Les balcons et en haut, la rotonde. Hein. Bon, oui, c'était
Des anges, voilà. Les anges. Des anges, principalement. voilà. Tout à fait Il y ça. a des guirlandes avec les anges, Ouais, avec les voilà. personnages. Ça, je me souviens pas, je sais qu'elle elle a été aidée avec les Beaux-Arts de Toulouse, de l'école de Toulouse, Beaux-Arts. Et après, moi, j'y allais de temps à autre, mais pendant l'exécution des travaux, quoi. Mais bon, c'était des anges, quoi. On peut pas dire tous des anges, quoi. Bon, voilà. Et alors aujourd'hui, alors on va essayer maintenant d'avancer. Alors moi j'ai présenté une partie de la collection, enfin en tous les cas les photos à des commissaires-priseurs. Oui. J'ai présenté la collection à toutes des personnes. Et on a un problème. Soyons clairs. Le problème, c'est qu'en fait, oui, on a tous ces articles de presse. Oui, elle a été très présente dans le monde artistique, le showbiz, etc. Surtout les années 60. Hein. Surtout dans les années 60. 70 après aussi, mais moins. Surtout les années 60, tu avais la vague des Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, voilà. C'est ça. Et des championnes de ski comme Annie Famouse aussi, tout ça, oui. Mais Elle avait peint le casque d'Annie Famouse et elle a gagné des courses avec le casque. Qu'est-ce que c'est que Je m'en souviens, le casque avait des ailes comme ça. 2 ailes comme ça. Enfin, tout ça pour dire que c'est incroyable qu'une artiste qui a passé, on va dire, le siècle dernier dans le monde du showbiz, le monde de l'art, les plus grandes galeries d'art de l'époque, etc., et qu'on n'est pas aujourd'hui capable de trouver dans tout ce que vous avez cherché. Elle n'a pas voulu se faire côté, déjà. Elle avait sa clientèle. Elle voulait pas. C'était un personnage atypique, hein, attention. Hein. Elle était spéciale. Hein. Elle voulait pas rentrer dans tout ça. L'argent ne l'intéressait pas non plus. Hein. C'était pas son truc. Ces tableaux, c'était ses enfants. Et voilà. Et il y a des tableaux qu'elle n'a jamais voulu vendre. Hein. La difficulté, c'est vrai qu'on aurait pu Et il y en a des personnalités qui ont insisté. Elle n'a pas voulu. on aurait souhaité pouvoir avoir la facture du théâtre Saint-Louis, parce que Bah oui, on n'a pas réussi auprès Voilà. des archives paloises, on n'a pas réussi auprès des archives paloises, on n'a pas réussi à trouver Ils ont pas Mais les- on a- le service qui pourrait nous fournir. C'est-à-dire, au bout de 40 ans, ils détruisent, pareil, des papiers. Hein. Non mais, ce qui est incroyable, c'est que moi, auprès de mes relations, j'ai essayé de dire, il y a bien un tableau qui s'est vendu. Si, ben, le vendait, mais il n'y avait pas de facture. On a compris, quoi. Ouais, je crois qu'on a compris. En tous les cas, il va falloir qu'on rebooste un maximum pour essayer de lui retrouver une véritable cote. Parce que il est clair que dans la technique, on a une cote, enfin dans la technique, dans les matières qu'elle a utilisées, etc. Il y a tout. Que ce soit une femme de l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes peintres ou c'était plutôt les hommes qui Non, étaient c'était mis en les avant? hommes. Voilà. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Très peu de femmes. À cette oui. époque-là, très peu de Un femmes. peu de femmes. Et oui, ça, on n'y a pas pensé. Moi, je n'y ai pas pensé, ça. Et puis, elle, par contre, c'était un garçon manqué, d'après ce que j'ai compris. Mais le petit La dépliant, sauvageonne. tu l'as, le petit dépliant, la sauvageonne de Navaille, oui. Ah oui, c'était quand même, elle était, fougue. voilà, elle aimait beaucoup, avec les hommes en particulier aussi. Les femmes un peu moins, elle était surtout près des hommes, mais pour décoller, rigoler, voilà, c'était son truc. Elle allumait un peu tout ça. Hein. Elle allumait un peu tout ça. Bon, en tous les cas, on va faire déjà qu'on lui redonne qu'on reparle d'elle, c'est déjà énorme parce que il faut bien oublier parce que un artiste comme ça sur lequel on trouve pas de traces, qui a bien existé parce que elle a été au devant d'une scène et qui aujourd'hui a disparu. Donc, on a besoin d'abord de la remettre devant d'une scène. Donc, on en reparle. Moi, je peux vous dire, je peux vous montrer des emails.
où j'ai bien parlé de Jeannette Lacaille-Burato, à qui j'ai envoyé les textes, etc. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, se disent, je leur ai parlé de la collection, je leur ai dit, etc. Mais tout le monde a la même réaction. En disant, mais attends, on voit bien qu'elle a existé, Oui. mais on n'y trouve rien. Bon, Elle ne voulait pas exister, peut-être, d'une certaine façon. Elle est passée en dessous des radars. D'une certaine façon. elle est passée en dessous des radars. Et qu'est-ce que je voulais dire, le théâtre Saint-Louis, bon, d'après mon oncle Dario, son mari, il faudrait compter ce qu'elle avait fait par la barrière, 45 000 euros. Voilà. Ça, mais je n'ai pas de preuves. Il n'y a rien. C'est du verbal. C'est du verbal. C'est du verbal. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas de facture, on n'a pas de... Et pourtant, elle en a vendu, elle en a vendu. Mais vous avez trouvé cette déclaration fiscale? Et on n'a aucun papier. Et quand on a liquidé le château, parce qu'on a dû vendre le château, après on a enlevé tous les papiers, ça c'est Maître Pécassin qui s'en est occupé, qui est aujourd'hui décédé. Il n'a rien gardé, lui. Tout ça, ça a été foutu en l'air. Hein, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait et que ça a été fichu? Il n'y avait que uniquement les photos des articles de presse qu'elle a fait, que mon frère a eu et qui ne retrouve pas Marc, apparemment. Oui, mais on a retrouvé de toute façon Oui, les archives. Mais nous, après, on l'a retrouvé dans les archives. Peu Voilà. importe, ça ne te donne pas Voilà. les factures. Mais elle l'avait au château, encadré. Des quittances, des choses qui ont été payées. Oui. Ah, mais non, tout ça, non. Ça, c'est... En tous les cas, Je pense que c'est. Alors, je pense que connaissant le personnage, je pense qu'elle ne, de toute façon, qu'elle ne gardait pas. C'était quelque chose qui ne l'intéressait. Enfin, elle a quand même vécu, quoi qu'il en soit, de son travail, de sa peinture, parce qu'elle avait des commandes, notamment de portraits. Mais je pense que tout ce qui était facturé, c'était pas son truc. C'est Dario qui s'occupait de tous les papelards. Tous les papelards, c'était Dario. Et alors, il déclarait ce qu'il voulait. À l'italienne, on aura compris. Quoi. d'accord, ok. Et Dario est décédé en quelle année? 2000, en 2000 pile, hein, 2000, novembre 2000. 2 ans avant. Ouais. Elle est morte 2 ans avant. Novembre 2000, oui. Le 7 novembre 2000. Comme mon parrain qui était Raphaël Lacaille, son beau-frère, quoi. Ou le frère de Jeannette, qui était mon père aussi, ils étaient 3 en tout. Hein. Jean, mon père Jeannot, Raphaël et Jeannette. 2000, Dario. Oui. Novembre 2000, oui. Bon, bah écoutez, en tous les cas, on continue. Oui. On va continuer. Dario, d'ailleurs, j'y tiens à le dire, ça a été, il était très important dans sa carrière, tout ça, parce qu'il s'occupait de tout. Il était la manutention, placer les tableaux, faire les encadrements. Alors, les encadrements à l'extérieur, à l'intérieur, il s'occupait de tout. C'était le maître d'œuvre aussi. Et Le aujourd'hui, maître. aujourd'hui, on peut remercier Harry et toute l'équipe, en tout cas, M. Bettencourt, de nous aider